Donc pour ce débat interview, on peut commencer sur la thématique des Gilets jaunes. On en est à presque 6 mois d'insurrection permanente, toutes les semaines. Beaucoup parlent des tentatives de récupération de l'extrême gauche, c'est-à-dire sur le terrain, ils ont vu arriver des gens du NPA, des gens qui essayent de s'agréger au mouvement. Sur cette thématique, peut-être qu'on voit aussi des tentatives de ce genre-là à un niveau plus élevé, au niveau par exemple intellectuel, ou pouvez nous en dire Il y a des choses qu'on a observées effectivement, c'est l'arrivée de personnages qui se revendiquent comme étant des gilets jaunes, d'ailleurs qui portent ostensiblement le gilet jaune, qui sont bien invités dans les médias, bien accueillis, qui se permettent une critique de Macron très acerbe, et qui en même temps ont un discours totalement à gauche, voire à l'extrême gauche. Et les deux personnes que j'ai observées, à mon avis, qui sont vraiment symboliques et même les plus visibles là-dedans, c'est Juan Branco et Niboulot, je crois, qui est donc cet avocat rouennais. Et alors, eux sont très présents sur les réseaux sociaux, mais également sont invités dans les médias. Juan Branco a publié un livre, Crépuscule, dans lequel il est très critique sur Macron. Et ce qui est intéressant, c'est que il a donné une interview sur la chaîne YouTube de Thinkerview. Les deux ont donné une interview, et c'est là où on s'aperçoit que c'est vraiment la gauche, je dirais, radicale, en certain sens, puisque en gros, ce que dit Juan Branco, c'est que ce qui se passe, c'est que des gens très riches ont donné le pouvoir à Macron en le manipulant, en lui faisant croire qu'il était intelligent, parce que Juan Branco, qui est un parfait mégalomane, lui dit « moi je suis aussi intelligent que Macron, mais même plus, parce que aussi moi on a essayé de me flatter, mais ça n'a pas marché ». Donc il y a ce côté mégalomane qu'on voit souvent chez les activistes, hein. Et donc en fait il résume un conflit qui est clairement, les Gilets jaunes c'est un tea party, c'est-à-dire c'est une révolte antifiscale, une révolte anti-étatique, en de nouveau une lutte des classes entre une caste très riche qui aurait choisi Macron au pouvoir et les pauvres. Voilà. Et avec une vision très superficielle de l'économie française, notamment sur le poids réel du CAC 40 dans l'économie française, etc. Et donc sa grande crainte, et ça la conclusion de l'interview du Thinkerview, qui d'ailleurs boit les paroles de Juan Branco, c'est de dire eh bien, le risque c'est que les gens qui ont mis au pouvoir Macron, donc cette élite richissime, Niel et compagnie, vont mettre Marine Le Pen. Voilà. Donc ça c'est la conclusion, et que donc lui se bat contre le fascisme. Donc en fait on est dans le discours antifasciste des années et antiraciste des années 80. Alors, justement, est-ce que c'est pas un personnage, parce que son livre l'a fait un tabac, et en fait c'est un peu l'opposant promu un peu par le système, parce qu'il dit qu'il est blacklisté, mais en même temps on l'invite quand même régulièrement, son livre est très connu, et en fait on a l'impression que il évite un petit peu les sujets problématiques. Il va parler effectivement de l'accointance des riches, des thématiques comme ça, mais pas vraiment des réseaux de fonds, ou même des réseaux qui font la République, qui font le système actuel. Il ne parle pas de maçonnerie, il parle pas de choses comme ça. En plus, ce qui est intéressant, c'est que justement aujourd'hui, on tourne cette vidéo, il y a un livre qui vient de sortir, par un ancien journaliste de Marianne, Angerveld, je crois, quelque chose comme ça, qui s'appelle Le Manipulateur, et qui donne une explication complètement inverse. C'est que c'est Macron qui est le grand manipulateur, qui a utilisé des réseaux, et lui qualifie les réseaux gays, les réseaux francs-maçons, etc. Donc là-dessus, on a une autre explication qui n'est pas du tout celle de Juan Branco, qui à mon avis est beaucoup plus sérieuse que celle de Juan Branco, qui est justement que Macron utilise les réseaux qui, comme vous le dites, font la République. Mais je pense que d'ailleurs vous-même vous avez travaillé sur ces réseaux. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir, on peut vraiment penser que là il y a un scénario qui se met en place, une tentative in extremis, finalement comme le régime va tomber à terme, c'est de préparer la suite, et donc c'est de préparer à la 6e République, à toutes ces thématiques
nouvelle république, d'une nouvelle forme de démocratie, avec un peu de RIC, un peu de démocratie participative, mais pas trop. Enfin, toutes ces thématiques-là, on prend un peu d'Étienne Chouard, un peu de Juan Branco, et puis et au final, on aura la France insoumise. C'est ça, et en plus, on a une attaque directe contre la Ve République. Voilà, oui. Donc, qui est un des fondements du programme de la France insoumise, c'est-à-dire cette fameuse 6e République, qui en fait serait un retour à la 3e ou à la 4e, à l'impuissance de l'exécutif. Et ce qui est intéressant également, ce que j'observais chez Juan Branco, c'est-à-dire que, par exemple, il dit que Macron a été choisi par une élite richissime, et parce que les autres candidats n'étaient pas à la hauteur, mais à aucun moment il parle de l'opération Fillon, et notamment des juges rouges. Parce que s'il y a bien un réseau en France qui fait ce qu'il veut, c'est les juges qui sont complètement hors de contrôle, qui ne sont pas élus, hein, c'est de la connivence en permanence. Et à aucun moment, Juan Branco ne s'en prend à ceux-là qui sont évidemment les supports de la gauche, et y compris de la gauche radicale en France. Alors Branco intervient aussi pour essayer de cornaquer un peu certains gilets jaunes, comme Maxime Nicole, dont il est l'avocat de Maxime Nicole, je crois, et en fait, il y a des déclarations de Branco comme quoi il explique que justement c'est parce que les gens ne sont pas formés qu'il y a ensuite l'antimaçonnisme, des choses comme ça, donc que lui il doit intervenir pour former les gens et en gros les faire rester dans le précaré du politiquement correct. Et des gens comme des jeunes comme ce Maxime Nicole qui justement s'informent sans œillère, se voient là d'un seul coup un petit peu cornaqués. Donc ces gens-là proposent leurs services. Finalement, ils font quand même, on ne peut pas leur enlever ça, c'est qu'ils font le travail que ne fait pas la droite nationale. C'est-à-dire, ils vont vers les gilets jaunes, ils leur proposent leurs services et ils infiltrent et puis ils retournent et ils amènent vers là où ils veulent l'amener, vers leur projet en fait. Donc c'est exactement. D'autant plus que si on regarde dans la biographie officielle en plus, je parle de la fiche Wikipédia de Juan Branco, en fait c'est un disciple de Descoings. De Descoings, voilà. Mais il s'en cache pas de ça. Alors, il dit qu'il... Alors ce qui est étrange, c'est que il dit qu'il s'est presque, il n'a pas voulu rentrer dans ces réseaux-là et tout, mais en fait, il était quand même, c'est lui qui a lu son oraison funèbre. C'est ça. Non, parce qu'en fait, il explique qu'il y a eu une première phase où il était un disciple de Descoings, ce qui en dit long. Et quand Descoings a rejoint le projet sarkozyste, soi-disant, donc sarkozyste qui est présenté comme un parangon de l'extrême droite, c'est-à-dire l'homme de l'annulation de la double peine, du non-retrait des 35 heures et de l'attaque sur la Libye, est un président d'extrême droite. Donc là, on croit rêver. Mais donc là, il a été choqué, mais finalement, après, il est revenu vers Descoings. Et alors, il le présente comme son maître à penser. Donc ça en dit long aussi sur... Et il est internationaliste, il est sans frontiériste, enfin, on a le gauchiste parfait. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il faut toujours s'informer avec la lettre de faits et documents qui est très bien faite, qui parle par exemple justement de Thinkerview en fait, et qui montre que Thinkerview, alors qui est un peu le média média dissident qui a monté dans les dernières années, là un petit peu, qui fait des vidéos qui sont très vues, donc dont notamment celle de Juan Branco, donc qui explique que Thinkerview a été monté par des gens qui sont au départ proches du club des vigilants, qui a été fondé en 96 par un certain Marc Ullman, journaliste du Monde, rédacteur en chef à l'Express, puis aux Échos, cofondateur d'Action contre la faim, donc là on rentre quand même et président de la communauté israélite de Saint-Louis dans le Haut-Rhin. Donc voilà, donc tous des gens qui sont quand même, on peut dire vraiment dans le système quand même. Donc, on n'est pas dans de la rébellion. Voilà, en fait, c'est pas de la rébellion spontanée qui s'organise après au fur et à mesure des circonstances, comme le sont les Gilets jaunes. Ce sont des réseaux qui sont déjà organisés et qui maintenant tentent de récupérer la révolte en cours et l'insurrection en cours, et qui finalement vont proposer aux gens un remède qui ne sera pas tellement différent du mal en fait. Oui, en fait il s'agit de sauver même l'idéologie gauchiste qui règne en France depuis plus de 40 ans. Et il y a aussi un autre aspect qui m'a frappé, notamment dans cette interview de Thinkerview, c'est qu'à un moment il lui demande de quoi il vit. Et donc, donc il dit que sa famille l'aide, donc on a un Tanguy de 29 ans, et il est au RSA.
ce qui est pour moi l'anti-gilet jaunisme. C'est-à-dire que pour payer le RSA, l'État socialiste fait les poches des gilets jaunes. Donc il est exactement le contraire de ce qu'incarnent les gilets jaunes dont on avait déjà parlé, c'est-à-dire une manifestation de producteurs. Et à un moment il demande aussi, il parle de son éditeur, il dit que son éditeur était un type extraordinaire qui a reçu un pécule et qui au lieu de s'acheter un appartement a monté une maison d'édition. Donc là aussi on sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas s'il est rentier. On a quand même du mal à croire qu'un avocat comme ça, tellement en vue, ami de tous les jeux de Mélenchon et compagnie, soit juste au RSA, quoi. Et puis là, il a grandi dans les quartiers ouvriers du 5e et du 6e arrondissement. Ses parents recevaient Catherine Deneuve à sa table. Donc, en soi, bon, on ne voit pas, pourquoi pas. Mais je veux dire, il n'est pas. On s'interroge vraiment sur sa légitimité de représenter les Gilets jaunes, à la fois sur ses origines, le discours qu'il tient, qui est un discours gauchiste, qui est le même que celui de Macron, encore une fois internationaliste, avec cette escroquerie de la peur du montée du fascisme et du Front National, dont même Lionel Jospin a dit que c'était une foutaise. Donc on est, voilà, effectivement, moi c'était mon analyse, c'est qu'en fait on est, et également avec cet avocat Boulot qui lui alors est pour la décroissance, donc il pense que avec cette affirmation, on a entendu aussi dans la bouche d'Alain de Benoît qui dit les ressources aujourd'hui sont limitées, on le sait. Et nous ce qu'on sait, c'est que quand on commence à dire ça, on va après vers l'eugénisme, on va vers du contrôle des naissances, vers voilà. Donc finalement on a des leaders jeunes avec une tête de gendre idéaux qui arrivent et pour nous expliquer, c'est pas aux gilets jaunes qui comprennent rien, parce que c'est toujours derrière ça, c'est l'idée, c'est qu'en fait c'est l'avant-garde intellectuelle qui va nous expliquer comment il faut faire. Ils sont dangereux parce qu'ils ne suivent pas le cadre habituel, donc ils ne comprennent rien, donc ils risquent de déraper, ils risquent de parler de choses dont ils n'ont pas le droit de parler. Toujours dans le fait document, alors c'est intéressant, ces tentatives aussi finalement peuvent échouer, parce que là il y a une bonne brève qui parle donc de Jean-Luc Mélenchon, qui dit « Au début du mois de février, sa tentative d'aiguiller les Gilets jaunes sur la thématique de la 6ème République à partir de celle du RIC a semblé porter ses fruits quand le médiatique Éric Drouet a appelé à l'établissement d'une 6ème République en posant le poing levé devant un portrait d'Alfred Dreyfus, puis en s'affichant en compagnie de Raquel Garrido. Toutefois, comme le confie un cadre de la France Insoumise au Figaro le 16 février dernier, ouvrez les guillemets, on a essayé de faire de l'entrisme via la France en colère. Il s'en cache pas. Mais il n'y a pas de transcription politique. Les mecs ne sont pas canalisables. Donc les gilets jaunes. Prisonnier de son CV d'apparatchik et ayant échoué à faire coïncider sa théorie de l'ère du peuple, qui se concrétise sur le terrain avec le clivage gauche-droite, dixit Julien Drey, Jean-Luc Mélenchon, qui s'effondre dans les enquêtes d'opinion, en est réduit à jouer à l'antifasciste de pacotille. Et donc là, il cite un tweet de Mélenchon qui dit 54 Français toucheraient des indemnités du gouvernement Merkel pour services rendus à l'occupant nazi. Je contacte tous les présidents de groupes parlementaires pour faire interdire cela et exiger la restitution des sommes et leur versement à la Fondation Charles de Gaulle. Donc on voit, ça rejoint ce que je dis, c'est le discours. Il faut réactiver la pompe. On est de nouveau dans le discours des années 80, c'est-à-dire antiracisme, antifascisme, sans frontiérisme, et voilà. Alors, moi, je pense que ça va échouer. Je pense que ça va échouer. Là, ça, c'est vrai. Alors est-ce qu'il n'y a pas un problème là historique en France à ce niveau-là, parce qu'on a l'impression quand on fait que souvent il y a la République est marquée par des crises systémiques de ce type-là, émergent des forces qu'on pourrait qualifier de populistes qui essayent de transcender les clivages gauche-droite, et à chaque fois c'est récupéré par la gauche, notamment le fameux février 34, puis après régulièrement, et en fait la droite ou les nationaux ne savent pas s'organiser de manière ils n'ont peut-être pas cette culture du militantisme. Moi, je pense qu'il y a un moment où la droite aurait pu l'emporter, notamment par le Parti social français du colonel de Larocque. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, c'est 2 millions d'adhérents. C'est d'ailleurs au sein de ce parti que naît le slogan « Travail, famille, patrie », qui en soi est bien, mais qui aujourd'hui est inutilisable parce que repris contre la volonté de Larocque, d'ailleurs par le gouvernement de Vichy. Et en fait, il est, et c'est la Deuxième Guerre mondiale qui empêche l'arrivée, à mon avis,
inéluctable, inexorable du Parti social français au pouvoir. Et lui, il a 2 millions d'adhérents, et lui, il a des militants, des organisations de femmes militantes, des organisations de jeunesse. Il travaille avec Mermoz dans des associations pour développer l'aéronautique, etc., etc. C'est un vrai mouvement populaire. Qui ne cache pas son catholicisme latin, romain, je veux dire. Donc c'est vraiment quelque chose qui aurait pu l'emporter. Et le problème, c'est que, encore une fois, la gauche a collaboré, mais c'est elle qui juge en 1945. Et même Delarocque, qui est parti en camp de concentration pour fait de résistance, se retrouve également accusé et enfermé à son retour en France, parce qu'évidemment, les socialo-communistes... la gauche collabore, mais en fait, symboliquement, c'est la droite qui en ressort souillée. En fait, c'est ça. Et donc là, c'est le moment où ça a pu fonctionner. Et c'est vrai qu'on n'a jamais, je vois pas dans l'histoire de l'après Deuxième Guerre mondiale, un moment où il y a eu une possibilité de relancer. C'est un mouvement profondément ancré de militants, alors il y a des mouvements militants bien sûr, mais là on parle quand même de 2 millions d'adhérents dans une France qui, je crois, faisait 35 millions d'habitants. Alors il y avait effectivement l'aspect ancien combattant, mais c'était pas que ça, on en était sorti. Et ça, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, on voit le Front National qui va avec des pincettes, qui va bénéficier de l'effet gilet jaune, hein, ça c'est quand même, mais qui finalement en fait renvoie quasiment dos à dos la violence policière et les gilets jaunes, hein, ce qui est tout à fait inacceptable. Et de toute manière, n'essaie pas de s'impliquer, n'essaie pas d'avoir un discours, de comprendre ce qui se passe dans la rue, de cet ultime sursaut des Français. Voilà, c'est sûr, c'est un échec de ce côté-là également. Peut-être une dernière question. Comment voyez-vous l'évolution des Gilets jaunes là, dans les prochaines semaines ou les mois à venir? Moi, je pense que le mouvement va continuer. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se sont pas laissés avoir par ce qu'essayait de faire Macron avec la catastrophe de l'incendie de Notre-Dame, c'est-à-dire essayer de jouer l'union nationale, alors qu'en fait, Macron est un des constructeurs. Enfin c'est un autre thème, mais qu'on voit très bien qu'il y a une volonté de faire autre chose avec l'argent de Notre-Dame. Voilà, alors Rodriguez a eu des mots un peu crus en disant oui, il y a un incendie de cathédrale, mais en fait c'est important de ne pas tomber dans le piège de l'union sacrée, de l'union nationale. Il faut reconstruire évidemment Notre-Dame, qui a été victime d'un incendie soit criminel, soit accidentel. Alors dans ce cas c'est de l'incompétence, mais finalement c'est quand même le symbole d'un régime, et ça ne doit pas du tout faire annuler la nécessaire lutte sociale de ce mouvement ô combien légitime qui incarne la France. Donc moi je pense que le mouvement est légitime. Macron là doit bientôt sortir les réponses qui avaient été données, donc il a fait délibérément fuiter pour voir la réaction, donc on voit que c'est du vent. Donc ce grand débat, c'est comme le débat sur la bioéthique. En fait, on comprend bien que 90% des gens qui ont participé au débat sur la bioéthique sont contre les lois de bioéthique que Macron veut faire passer au mois de juin. On voit également que les questions finalement très simples réclamées par les Gilets jaunes n'aboutiront pas, notamment le référendum d'initiative civique ou populaire. Et ça, encore une fois, on revient sur notre sujet sur la gauche. Pourquoi? Et ça, Mélenchon l'a dit, parce que en fait, il y a des sujets qui sont sacrés. Donc ils ne doivent pas être mis en cause. Et puis tout le monde sait très bien que s'il y a un référendum sur l'immigration, c'est le droit du sang, c'est la fermeture des frontières. Et ça, non, la volonté populaire, la gauche la combat, la contourne, la manipule depuis le début. Ça me fait penser à un autre personnage, à Ruffin aussi, qu'on n'a pas évoqué dans cette galaxie. Voilà, c'est ça, oui, c'est Ruffin qui dit des choses très justes, et chaque fois qu'on arrive sur l'immigration, il est là, et tout le temps il temporise, il explique qu'il passe son temps à aller voir les gens pour leur dire qu'il ne faut pas parler de ça. Enfin, on a l'impression que c'est presque ça. Pourquoi il ne faudrait pas en parler? Voilà, son mandat, c'est ça. C'est comme le terme grand remplacement. Après, on peut discuter, est-ce que c'est délibéré? Mais en tout cas, il y a une réalité. Il suffit de prendre le métro à Paris. On vient voir que la population française change substantiellement. Et de toute manière, il était évident déjà il y a 40 ans que l'importation d'immigrés et le fait de leur donner la citoyenneté et le droit de vote, c'était un prolétariat de remplacement déjà pour la gauche française, puisque et ça je pense que Georges Marchal avait compris, la gauche française avait décidé d'abandonner les classes populaires
pour faire sa révolution, on va dire, sociétale, et que donc il lui fallait un électorat de remplacement, un prolétaire de remplacement. Et à mon avis, d'ailleurs, la source réelle du grand remplacement, c'est ça. C'est la nécessité pour la gauche, qui prend conscience dès les années 80, qu'elle va devoir trouver autre chose que des Français blancs qui sont décidément irrécupérables. Voilà. Il y a une convergence d'intérêts en fait entre on va dire les purs libéraux qui n'ont pas de vision autre que leur rentabilité à court terme, qu'ils a très bien, ça fera des main-d'œuvre corvéables, pas chères. Et puis effectivement la gauche avec son projet, c'est le projet de société ouverte, de révolution permanente. Donc puisqu'on ne peut pas faire la révolution avec ce peuple, il faut changer de peuple. Il faut changer de peuple et s'appuyer, ça on est dans sur Terra Nova, sur les réseaux, les intelligentsia, exactement. Exactement. Moi je suis assez optimiste pour les Gilets jaunes, de toute manière il va faire beau, on pourra de nouveau aller sur les ronds-points. Et puis, ma foi, tant qu'on n'a pas trouvé de chef, il est évident que Branco et Boulot ne sont pas dignes de l'être, eh bien, que ça continue. Et c'est sur la durée que... et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que Macron, dans un mois, il y a les européennes, et Macron ne peut pas plus se prétendre, ni comme bien sûr le chef du peuple français, qui est dans la rue tous les samedis, mais pas non plus comme le parti de l'ordre. Oui, c'est ça. Parce que c'est toujours le désordre. Et c'est pour ça que c'est important que tous les samedis, il y a encore des gilets jaunes, et que la France entière voit bien qu'il y a un problème fondamental de société, et que Macron est incapable de le résoudre. Donc Macron ne sert à rien. Ça, c'est la réalité. Et ça, c'est justement ce que les gens de droite n'ont pas se faire avoir avec précisément l'incendie de Notre-Dame, ça sur cette idée, maintenant ça suffit, unité nationale, il faut revenir, il faut que le calme revienne. C'est ce que va essayer de jouer, mais finalement, ces gens qui sont vraiment justement pour l'ordre tel qu'il est, finalement c'est l'électorat de Macron du premier tour, et à mon avis, ça pèse, ça mobilise 2000 personnes dans la rue, et ça fait 24%. Finalement, pas énorme. Voilà. Allez, en rajoutant à la limite l'électorat du Parti Socialiste, ça fait 30%. Donc il y a 70%, y compris les gens qui votent pour Jean-Luc Mélenchon. Hein. Je n'ai pas le bébé avec l'autre main. C'est ces gens-là qui sont pour davantage de justice sociale. Leur lutte est tout à fait légitime. Alors, ils se trompent de candidats, mais en revanche, leur lutte est légitime. Donc il y a quand même 70% des Français qui veulent que les choses changent d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai confiance dans la suite du mouvement. Et en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est continuer à l'alimenter, désigner les faux amis, les faux leaders, et puis on va faire ça. Et puis en espérant que bien il y a tôt ou tard, il y ait un leader légitime ou plusieurs leaders légitimes. Il y a des gens qui montent quand même. Alors, pour moi, je suis Rodriguez depuis le début. Pour moi, il fait un sans faute. Hein. Je suis désolé. Alors, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais pour moi, il fait un sans faute. Donc il faut laisser que ça continue à marmiter, et puis voilà. Il faut rentrer dans cette année, c'était l'anniversaire de la révolution iranienne, et la révolution iranienne a duré pendant un an. Pendant un an, il y avait cette espèce d'ébullition, où on ne savait pas, il y avait des marxistes, il y avait des islamistes, il y avait toutes sortes de courants, des nationalistes, et à la fin, la chose, mais il a fallu un an pour changer de régime. Bon, là, ce qu'il faut, c'est aller sur le long terme et épuiser le régime. Quoi. Oui, voilà. Mais une dernière question, peut-être, c'est on comprend. Enfin, est-ce qu'à votre avis, quel est le but de Macron? Enfin, est-ce qu'il y a c'est quoi cette durée? Parce qu'on ne comprend pas sa stratégie quand même. Quoi. On a l'impression qu'il ne lâche rien, mais en même temps, quelle est pourquoi cette attitude en fait? Je pense même que là, je vais citer Yannick Jaffray. Je pense que lui et sa clique ont un melon comme ça. Ils se prennent vraiment pour l'avant-garde qui va nous amener, nous, le pauvre peuple français, qui va nous amener dans un monde meilleur, un monde de transition énergétique, voilà. Et donc il comprend bien que les gens soient dehors, mais il n'a pas l'intention de nous écouter. Je pense qu'il a une trop haute idée de lui-même, et je pense qu'il est complètement déconnecté. Je pense que là, d'ailleurs, c'est des choses qui filtrent même dans la presse, la presse de gauche. Enfin, c'est un peu une redondance, mais on le présente comme quelqu'un de fatigué, isolé. On le voit par l'accumulation du nombre de démissions, de gens qui sentent que le bateau coule, donc on veut essayer de se faire élire à la mairie de Paris, on veut essayer d'être responsable de tel ou tel, mais surtout de ne pas tomber, de ne pas couler avec Emmanuel Macron. Donc je pense qu'on a, après il y a les problèmes, les problèmes personnels. Je veux dire, c'est évident que comme ce ne sont pas par exemple,
c'était la même chose avec François Hollande, ce ne sont pas des hommes d'État. Et donc finalement, leurs vices personnels, leurs envies éclatent au grand jour. Je regardais, je travaillais sur un sujet justement sur la politique étrangère française, donc j'écoutais les grands discours du général de Gaulle. Il n'y a pas d'affect personnel quand le général de Gaulle prend la parole. C'est pas, alors qu'avec Emmanuel Macron, c'est le présentateur de PowerPoint dans une grande entreprise qui est en train de vous expliquer, de vous faire passer des slides. C'est creux, c'est vite, ça sert à rien. Mais il compense le manque de profondeur politique en mettant en avant justement leur affect, leur sensibilité dont personnellement je n'ai absolument rien à faire. Je me moque de savoir ce que ressent Emmanuel Macron. Ce que je veux, c'est qu'il se comporte comme un homme d'État. Mais est-ce que c'est pas ça finalement la clé du changement qu'il pourrait y avoir, c'est même y compris chez les nationaux, c'est d'arriver à générer de nouveau une classe politique où des gens incarneraient l'État, l'histoire et la nation. Quoi, avec, sortir du romantisme, revenir à une approche rationnelle, je dirais un peu comme... pour moi, le modèle de ça, c'est Vladimir Poutine. Oui, c'est ça. La froideur, prenons même le général de Gaulle. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le discours de Phnom Penh, il n'y a pas d'affect. C'est une vision de la relation internationale, de l'Amérique, de l'équilibre c'est quelque chose de puissant. Il faut revenir à ça. Et effectivement, cette nouvelle génération, souvent formée aux États-Unis, on est sans arrêt dans l'affect. On voit très bien ceux qui sont passés par les Young Leaders, comme Rokhaya Diallo, etc. Donc tous ces gens-là, en fait, c'est toujours des gentils, les méchants. Il n'y a rien de construit, il n'y a pas de pensée politique profonde. Toujours sur la superficialité, et puis désigner le méchant, le riche, comme fait Juan Branco. En fait, il y a des méchants riches qui veulent prendre l'argent des pauvres. C'est ça. Très bien. Merci Monsieur Moreau. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.